dans son bord du canal. Mais bon, voilà, nous on tient bon le cap. On est très heureux voilà, d'avoir cette semaine avec nous la critique de cinéma Muriel Joudet, qui était déjà venue nous rendre visite à l'occasion de cet ouvrage. La seconde femme, ce que les actrices font à la vieillesse. On avait eu une discussion, un échange, livre que je vous recommande, un bouquin passionnant. Pour ceux qui sont là et qui ne connaissent peut-être pas Muriel, tu es critique de cinéma, on peut t'entendre actuellement. J'ai croisé Charles Besson d'ailleurs, du Cercle, qui m'a dit que moi je ne suis pas trop les médias télé, mais il a participé au Cercle. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si c'est. Non, j'ai dû choisir entre Masque et la pub et le Cercle. Ah oui, d'accord, c'est aussi, il faut choisir. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Et tu écris, on peut te retrouver dans quel. Au Monde, maintenant. Le Monde. D'accord, dans le Monde. Mais nous, on te connaît aussi et surtout comme essayiste. Donc, il y avait ton livre sur Gina Arlands qu'on a vendu cette semaine, celui sur Isabelle Huppert. Donc, c'est toujours un rendez-vous agréable de revisiter comme ça une filmographie, une comédienne. Et puis, pour ceux qui connaissent peut-être un peu ton travail, ton écriture, je trouve ça assez stimulant. Ça donne envie de revoir des films et puis de redécouvrir des réalisatrices, des cinéastes qu'on croit connaître et puis qu'on redécouvre. Et puis surtout, il y avait ce livre, cette interview avec Catherine Breillat, Je ne crois qu'en moi. Alors moi, ce livre a été très précieux parce que j'ai accueilli Catherine Breillat en janvier pour l'été dernier, son dernier film. Donc c'était un échange, c'est toujours très stimulant et très confrontant, les échanges avec Catherine. Elle arrive un peu avec sa canne comme ça, assez lentement, mais... Un quart d'heure de maquillage. Il y a eu du maquillage, oui en effet. Les coquettes, on a le droit de l'être, on l'est tous un peu. Mais surtout, l'esprit aiguisé, affûté, des convictions. Elle n'a rien perdu de son... Je sais pas c'est de l'arme, mais c'est de son mordant, quoi. C'est toujours, encore une fois, très stimulant parce que ces films font réfléchir, font avancer. Et pourquoi tu viens, ma chère Muriel, c'est parce que on sort deux Blu-ray, Le Chat qui fume, c'est l'éditeur Le Chat qui fume qui sort deux Blu-ray, Une vraie jeune fille, donc le premier long métrage de Catherine Breillat, 1975, qui a une histoire aussi, qui a une histoire très compliquée. 20-25 ans après. Voilà. C'est ça. Donc c'est un film important, essentiel, quoi. Et Anatomie de l'enfer, qui est alors, j'ai envie de dire plutôt la deuxième partie de la filmographie de Catherine Breillat, donc 2003, donc avec Amira Casar et Rocco Siffredi, et qui ressort dans une version qui est restaurée. Et toi, tu as fait le petit livret qui est à l'intérieur, donc il y a des bonus aussi par Philippe Rouillet, une interview aussi de Catherine Breillat. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant, je sais pas, on va parler comme ça un peu à bâton rompu, mais de parler de l'œuvre de Catherine Breillat à travers ces deux films. Et je trouve intéressant d'avoir ces deux angles. C'est-à-dire vraiment le film des commencements avec quelque chose de très brut, qui permet aussi d'ouvrir sur d'autres films, sur cette première partie, et une autre Catherine Breillat aussi, avec des parties pris formelles, beaucoup plus... Donc je te laisse comme ça, peut-être embrayer, toi, quand tu apprends la sortie de ces films-là, on commence peut-être par Une vraie jeune fille, peut-être quand est-ce que tu l'as tout simplement découvert ce film-là, et comment il t'a parlé, comment il t'a jailli au visage, je sais pas. J'essaie de me souvenir. Je sais que je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai présenté plusieurs fois, des cinémas, à la Filmothèque, au Grand Action. Et je me souviens de la copie qui était vraiment la vieille copie qui était vraiment très, très abîmée. Et ça donnait au film un caractère un peu un peu clandestin, un peu film qu'on se passe sous le manteau. Et c'est ça qui me reste du souvenir des projections. Je pense que la dernière fois que j'étais venue ici, j'avais déjà parlé du fait que je regardais des films piratés. Et là, c'est pareil pour Breillat. En fait, c'est pour ça que là, il y a cette... J'ai rattrapé ces films et sa filmographie à un moment où rien n'existait en DVD. Et c'est pour ça que vraiment il y a une sorte de considération par le geste de l'édition qui fait qu'on passe de ce truc ou de fichiers qu'on se passait sous le manteau à un moment pour moi qui est très important pour elle et que moi j'attendais, de considération et donc d'un seul coup quelque chose d'officiel, de patrimonial, avec
avec la rétrospective à la Cinémathèque, l'édition DVD qui va, chaque film qui va absolument tout éditer. Donc moi dans ma tête je vois ça vraiment comme ça, comme un basculement vers une sorte d'officialité, alors qu'elle a toujours été là. Il y a des gens qui l'admirent beaucoup, mais il y a aussi plein de gens qui... moi j'ai plein d'amis cinéphiles qui ne la connaissent pas, ou très très mal, avec toujours ce truc de cinéaste femme qui peut être un peu... bon voilà, c'est pour les femmes et on va pas s'y intéresser, ça m'a toujours frappé. Et puis le côté un peu sulfureux un peu sulfureux daté quelque part. C'est un peu l'image que les gens en ont. Et là, je trouve qu'il y a une nouvelle vague de considération pour elle et de redécouverte de son travail. Même à New York, je crois que là, elle va avoir une rétrospective intégrale. Donc voilà, Une vraie jeune fille, c'était pas le premier que j'ai découvert, ce qui était vraiment très dur à voir. Peut-être en 2 mots, peut-être l'histoire du film, l'histoire de la sortie de ce film qui n'est pas sorti à sa sortie. C'est ça, qui n'est pas sorti parce que le distributeur a fait faillite. Donc c'était les films de la Boétie, oui c'est ça. Ou le producteur, je sais plus. Bref, en tout cas, le film a été mis dans un coin et oublié pendant 20 ou 25 ans, jusqu'à ce que Humbert Balsan demande, avec l'aide de Bréa, donc Humbert Balsan, grand producteur, qui a fait l'objet d'un film de Milan Selnov, Le père de mes enfants, qui a demandé une aide du CNC. C'était une aide au premier film, quelque chose comme ça, mais 25 ans après, donc c'était un premier film, dans les années 90, voilà, pour sortir le film. Elle a obtenu une aide au premier film d'un film qui avait été fait il y a 25 ans, c'est ça. alors que le film était fait. Voilà, c'est ça, mais c'était quand même un premier film. Et c'est là que le film est ressorti. Je sais qu'il avait été refusé à la quinzaine des réalisateurs, qui s'appelait avant quinzaine des... je sais plus, j'ai oublié le nom de la sélection. Et sous prétexte que c'était pornographique, je me souviens qu'elle insistait beaucoup sur le fait que Luc Moulet voulait pas choisir le film, qu'il trouvait super, mais qu'il trouvait ça beaucoup trop sulfureux, beaucoup trop trash de la perte d'une femme. C'est étonnant de la part de Luc Moulet, je suis étonné. Oui, il y a plein d'histoires comme ça. Alors après, il faut dire que quand on écoute Bréa, il faut aussi démêler le vrai du faux tout le temps. D'accord. Je pense que la moitié de mon livre est faux, mais ça fait partie du film, mais c'est pas grave, peut-être qu'on le saura. Mais non, mais ça fait partie du personnage, et même moi, quand j'ai fait le livre, je me suis dit, je crois que le lecteur sentira que... quand est-ce que... En fait, c'est pas du mensonge, c'est une sorte de fabulation comme ça, qui fait vraiment partie du personnage, et la chose qui est importante, c'est qu'elle y croit. Donc à partir de là, voilà, tout est possible. Et ça rend aussi la vie plus intense, ça fictionnalise la vie, ça fictionnalise aussi disons, son sentiment qui est véritable de ne pas avoir été considéré à sa juste valeur, mais parfois qu'elle remplit d'histoires comme ça, dont on n'arrive pas à savoir et dont on ne saura jamais si elles sont vraies ou fausses. Mais voilà, elle impose sa version des faits, et voilà, c'est un petit détail de sa personnalité et que je trouve très beau. Ce qu'il faut dire, c'est que ce film, Une vraie jeune fille, est une adaptation d'un roman qu'elle a écrit qui s'appelle Le Soupirail. Donc, Bréa, cinéaste, et avant cela, une écrivaine qui veut réussir, qui veut se faire publier, tout ça. Peut-être raconte-nous ce moment-là. En fait, elle a écrit très tôt dans sa vie, et donc son premier... Très jeune. Ouais, très jeune. En fait, à 17 ans, elle écrit un roman qui ne va pas... L'homme facile, à 17 ans, qui... Là aussi, elle dit que le livre a été interdit au moins de 18 ans, donc c'est-à-dire qu'elle dit le livre a été interdit, j'ai été interdite à moi-même. Et en fait, je pense qu'elle raconte cette histoire qui est peut-être vraie, je ne sais pas si on peut interdire un livre aux 18 ans, mais c'est pour sortir cette formule qui est très belle de j'ai été interdite à moi-même. Déjà à 17 ans, je faisais des choses qui m'étaient interdites. Et en fait, quand elle commence à écrire, ce qu'elle raconte, c'est que en fait, pour elle, c'était le meilleur moyen de faire des films. C'est-à-dire qu'elle se disait, je vais écrire un livre, comme ça on me demandera de l'adapter. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va s'y reprendre à 3 reprises avant qu'on lui demande vraiment d'adapter son 3e livre, Le Soupirail, mais elle écrit dès l'âge de 17 ans. Après, moi je pense que c'est pas juste ça, c'est aussi évidemment que Bréa, c'est quelqu'un du texte,
Bon, c'est quelqu'un du texte et de l'image, mais quand on voit, et c'est ce qu'on voit dans Une vraie jeune fille, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune fille qui s'ennuie en vacances et qui qui inaugure son journal intime, et que le cinéma de Breillat commence par cette image, c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est elle aussi qui ouvre son cinéma comme un geste de diariste, qui va consigner dans ses films ses pensées, ses turpitudes, ses contradictions. Et ce que j'aime beaucoup dans son cinéma, et ça on le voit vraiment très bien dans Une vraie jeune fille, c'est qu'elle n'essaye pas d'amoindrir l'aspect écrit, littéraire de son écriture. C'est-à-dire qu'elle balance vraiment le texte comme ça, tel quel, de manière brute dans le film. En utilisant une voix off aussi. Ouais, la voix off est très importante, puisqu'on entend Alice, la jeune fille qui s'ennuie en vacances chez ses parents, commenter en fait ce qu'elle est en train de vivre. C'est un peu un monologue intérieur, et c'est aussi une manière comme ça de reprendre la maîtrise de son vécu et de se venger un peu de son vécu. Et ça, c'est quelque chose que je pense que c'est le rapport de Breillat à la réalité, c'est-à-dire de réécriture permanente de ce qu'elle vit, de reprise, c'est-à-dire d'imposer un peu sa version des faits. C'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans ses films. Et j'ai vraiment toujours l'impression que c'est comme si elle prenait des blocs de journaux intimes et qu'elle nous les mettait comme ça, qu'elle nous les balançait en pleine figure, sans prendre le temps de les rendre réalistes. C'est toujours très écrit, très charpenté, très sophistiqué sur la pensée. Et moi, c'est ce que j'aime le plus chez elle, c'est que il n'y a pas de... Et surtout dans le dernier, l'été dernier, vraiment, on est... tout ce qui est langage, dimension fatigue de la parole, des choses qui servent juste à, passe-moi le sel, comme on dit, tout ça, elle le supprime, il reste vraiment que l'essentiel, c'est-à-dire ses pensées et un travail d'introspection qu'elle ne va pas mélanger avec du prosaïque. Et elle a toujours eu du mal avec le prosaïque. Elle essaye un peu d'en mettre, mais c'est jamais... En fait, c'est encore toujours quelque chose... même le prosaïque, chez elle, est une sorte d'hallucination, quoi. Mais, non, je trouve ça très intéressant parce que dans le même temps, quand je pense à Une vraie jeune fille ou même Anatomie, ce sont des images qui me viennent. C'est-à-dire que, et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que il y a un texte qui est très fort, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de prosaïque, il n'y a pas de... Mais en même temps, le souvenir qui monte, ce sont des images très fortes. Et c'est-à-dire que son écriture, sa littérature, elle le régurgite pas, mais elle le met en image. Mais avec des images qui ne sont pas des images de littérature. Oui. Qui sont des images de pur cinéma. Oui, c'est vrai qu'en écoutant, c'est vrai qu'on peut penser que c'est une sorte de cinéma littéraire, alors que je pense qu'il y a vraiment ces deux choses qui se tiennent l'une l'autre, qui est l'image et le texte, et l'image doit se faire tout aussi précise finalement que le texte, doit aller à des endroits tout aussi honteux que... En fait, la précision de la littérature, en fait, elle essaye de la retrouver à l'image et dans la mise en scène avec sa manière de mettre en scène et de diriger les acteurs, mais vraiment au clignement d'yeux près, quoi. Vraiment, elle est obsédée par le moindre détail, la façon dont une main est posée. Ça, je l'ai découvert vraiment en lui parlant. Et parfois, elle ne veut pas que ses acteurs clignent des yeux, et c'est son obsession. Moi, je lui ai dit, mais Catherine, vos acteurs clignent des yeux. Elle dit, mais non. Voilà. Et donc voilà, c'est ce genre de détails. Pour moi, il y a une écriture cinématographique qui essaye de retrouver le côté ciselé et extrêmement précis de cette première étape qui est l'écriture romanesque, ou en tout cas le récit, le roman, tout ce qu'elle fait. Quasiment tous ces films ont un format livre qui leur préexiste, quoi. Mais de l'un à l'autre, il y a quand même une transfiguration qui se fait, et un passage comme ça. Il faut détruire le livre, comme disait Godard, il faut détruire le scénario au tournage, et ça, elle le fait toujours. Une vraie jeune fille, ça parle de quoi? Pour Catherine Breillat, ça parle de la honte. Il y a une figure qui est centrale, c'est la figure de la jeune fille, qu'on va retrouver dans ses films suivants. On sent qu'il y a quelque chose chez Catherine Breillat qui s'est fixé à cet âge-là. C'est très fécond comme figure. Peut-être est-ce que tu en parles un peu dans le livret.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de qu'est-ce que c'est cette féminité-là, à cet âge-là précis, et son rapport au corps, et son rapport à la honte, et tout le discours, tout l'édifice philosophique, quelque part, que Breillat échafaude. Oui, la honte, elle dit que c'est sa mère qui lui a inculqué la honte, c'est aussi le regard, cette honte intériorisée pour son propre corps, sa sexualité, pour ce que le corps sécrète, pour les règles. Tout ça, c'est vraiment l'expérience formatrice, c'est-à-dire cette honte que la société, les garçons, les voisins, tout ce qu'on voit dans le film, les parents lui ont inculqué. Elle raconte aussi que très tôt, elle a eu une grosse poitrine et qu'elle a porté cette poitrine comme un stigmate parce que voilà, à 14 ans, 15 ans, elle devait se trimballer, faut imaginer ce que c'est, ces années 60, elle doit se trimballer comme ça, cette grande poitrine que tous les hommes regardent, et c'est vraiment l'expérience, c'est-à-dire que vraiment son cinéma se crée sur, est obsédé par la jeune fille, parce qu'il y a eu un moment comme ça où vraiment tout son cinéma se réduit presque à l'expérience de la jeune fille. Et je trouve que même quand elle filme Isabelle Huppert ou Léa Drucker, elle filme pour moi encore une jeune fille, et la jeune fille, c'est pas tant un âge de la vie qu'un personnage conceptuel qui doit se battre contre la société, contre les hommes, contre une sorte de poison intérieur qu'on lui a inculqué sur la honte d'avoir une sexualité, la honte d'avoir du désir. Et ça, elle l'a vécu tellement fort qu'elle en a fait vraiment l'objet de toute son œuvre. Et c'est ce que montre vraiment une vraie jeune fille. C'est pour ça que moi, vraiment, je vois vraiment ça comme quelque chose qui parle des femmes en général à n'importe quel âge. Et qui doit se créer un regard sur elle-même, qui doit déjà recréer le regard qu'elle a sur elle-même. Et dans le film, on voit bien la différence entre le journal intime est là pour défaire tout ce que la société, tout ce que le regard des hommes lui ont inculqué, et pour créer, moi je dis que Breillat a quelque chose de très, c'est une œuvre quasiment de méditation métaphysique comme celle de Descartes, parce qu'il y a vraiment l'idée de créer un cogito. C'est vraiment je filme donc je suis, j'écris donc je suis, et vous m'interdisez d'exister, donc je vais ouvrir mon journal intime, je vais inaugurer mon œuvre et mon journal intime pour m'imposer. Et pour recréer un récit par-dessus celui qui est imposé aux jeunes filles. Il y a vraiment cette thématique, une sorte de, c'est même plus une métaphore filée, mais cette thématique du gluant, de la sécrétion, de tout ce qui est... Breillat fait des films éminemment politiques. Dans l'affirmation du corps de la femme, il y a toutes ces sécrétions entre guillemets impures, et qui vont, qu'elle va mettre en scène via des fantasmes, via des transgressions, des scènes par exemple comme la scène de la cuillère, des scènes aussi qui marquent, parce que moi j'en reparle à des gens qui l'ont vu, il y a des scènes comme ça qui émergent, la scène de l'œuf, la scène de... il y a beaucoup d'images comme ça qui sont très marquantes pour le spectateur, peut-être... c'est ce qui rejoint les deux films qui sortent, c'est-à-dire cette idée finalement que si on regarde le corps de la femme, regarder le corps de la femme pour la première fois, et d'un seul coup ça devient un corps quasi extraterrestre, parce que c'est quelque chose qui, d'un seul coup, sous le regard de Breillat, le filtre puritain par lequel on a l'habitude de regarder ce corps-là, ou le filtre vaguement érotique, parce qu'en plus, une vraie jeune fille, c'est une époque où il y a Emmanuel, où il y a les photos de David Hamilton, où il y a cette vague de l'érotisme soft, et cette idée un peu que finalement le corps des femmes est réduit à une image extrêmement lisse, extrêmement fade, vidée de sa substance. Pour moi, je vois vraiment le film comme une réponse à un moment. Alors elle va pas sur ce terrain-là ou elle... Non, parce qu'en fait, dès qu'on parle d'autres cinéastes, c'est très dur il y a toujours cette idée que... qu'elle a été pionnière, qu'elle a été... non elle n'est pas dans une réponse à une époque, okay. Elle est... il y a un truc comme ça, ça ne l'intéresse pas, ces comparaisons. Donc moi je la fais, mais c'est très dur, elle dira jamais oui, vous avez raison. Après elle dit je déteste l'érotisme soft. Et donc cette image très vaporeuse du corps des femmes, face à ça répond une vraie jeune fille
qui va montrer donc par des gros plans le cérumen, donc elle s'enfonce une cuillère entre les jambes. Il y a aussi, je crois qu'il y a la merde, il y a la pisse, enfin il y a comme ça toutes les sécrétions. Quand elle était en pensionnat. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, pisse partout. Enfin, vraiment, c'est vraiment le. D'un seul coup, c'est comme si le corps. Le cérumen, tu en as parlé. Ouais. Il y a aussi les. Oui, c'est ça, il y a les slips du père. À un moment, la mère dit je dois tout le temps laver sa merde, et tout. Ou son sperme. Non, son sperme, c'est mouchoir plein de sperme. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a vraiment toutes les sécrétions qui reviennent, comme si d'un seul coup, le corps était enfin autorisé à respirer, à se remettre en marche, à une époque où vraiment. Et puis il y a aussi les poids, il y a le ver de terre sur le sexe de la jeune femme qui représente le sexe masculin. Et elle dit, Breya, à ce moment-là, mais elle l'a fait avant lui, elle parle de Cronenberg et elle dit j'ai très vite compris que Cronenberg avait fait la même chose avec son esthétique du gluant, et que l'esthétique du gluant, en fait, c'est une manière en fait, d'imposer. C'est-à-dire, on a. Le gluant, c'est vu comme sale parce que c'est vu comme sale, comme obscène, comme insupportable à voir, comme dégueulasse, parce qu'en fait, c'est du féminin. Et du coup, quand Cronenberg fait un peu le même geste qu'elle, là, elle voit vraiment une sorte de jumeau de cinéma, alors que je sais pas si Cronenberg le thématise comme ça. Enfin, il y a quelque chose de l'organique, quoi, mais qui thématise pas comme quelque chose de féminin. Mais elle y voit vraiment un travail sur le féminin et sur une sorte d'esthétique du féminin qui s'imposerait. Et c'est ce qu'on retrouve dans Anatomie de l'enfer, avec cette fois-ci, c'est le rouge, donc les règles, il y a du rouge à lèvres sur l'anus de Amira Khazar. Il y a même un truc très beau, c'est elle serrait très fort le soutien-gorge d'Amira Khazar pour qu'il y ait des marques quand elle l'enlève. Donc ça, on peut croire que c'est involontaire, que c'est comment dire, quelque chose qu'elle n'a pas voulu. Et en fait, c'est vraiment une idée qu'elle avait picturale du dos d'Amira Khazar qui est vraiment abîmé par les marques. Voilà. Et ça, voilà, c'est pour vous dire à quel point Breya travaille au détail près. Et donc elle a des marques comme ça rouges. Et tout le rouge de Anatomie de l'enfer, qui est vraiment un film en noir et blanc, ramène comme ça cette dimension un peu obscène du corps féminin. Et pour elle, le plus dur, c'était de filmer le tampax avec du sang. Parce que pour elle, les règles, c'est vraiment le truc interdit. C'est l'interdit absolu. Oui, mais elle met des mots. C'est étonnant parce que dans Anatomie d'enfer, il y a un bonus où il y a une heure d'entretien et elle est toujours très péremptoire, c'est très construit. C'est-à-dire qu'elle a une façon de déplier ses films et de les expliquer comme ça. Il y a une sorte d'échafaudage comme ça politique qui est très puissant. Après, on a le droit de se dire bon, voilà, non, je n'y crois pas, ou non, je suis pas d'accord, ou voilà. Mais c'est très fort. Elle a une pensée très puissante, je trouve. Juste encore, pour encore rester un peu sur une vraie jeune fille, elle plonge complètement l'action. C'est la France pompidolienne, c'est début des années 60, c'est les yéyés, c'est cette jeunesse-là qui a envie qui regarde la télé, qui regarde les stars et ces musiques-là, et on sent que ça suinte comme ça, le désir et l'été et l'ennui. C'est cette France-là. Donc c'est aussi un regard des hommes, parce que ça, il faut le préciser aussi, il y a le regard des parents qui est quand même le regard du père qui est complètement libidineux sur sa fille, comme ça, qui commence à avoir des formes. Le regard des hommes, donc c'est des masculinités qui sont quand même assez étiquetées, on va dire. Si tu peux nous parler de ça, et puis au milieu de ça, une exception, voilà. Oui, c'est ça, c'est que de toute façon, elle filme une France de vraiment cauchemardesque. Et moi, tout de suite, le film qui me vient, dans un tout autre genre, c'est Les Valseuses, c'est-à-dire un moment d'ennui vraiment insoutenable, de suffocation, comme ça, pour des gens qui se vivent à côté de ce qu'est en train une sorte de France extrêmement... Enfin, vraiment qui écrase la jeune fille, qui, dans Les Valseuses, écrase les deux marginaux, et qui est vraiment suffocante. C'est vraiment je trouve irrespirable. Dans les deux films, il y a vraiment ce côté-là, et d'ailleurs, je crois que dans le texte, je fais un parallèle avec... et dans le livre sur Isabelle Huppert, je fais un parallèle pour moi entre... Jacqueline, le personnage des Valseuses. Le personnage d'Isabelle Huppert, donc Isabelle Huppert est très très jeune dans Les Valseuses, et à un moment, elle est sur le rebord de la route avec ses parents,
prête à aller à vivre ses grandes vacances. Et donc Patrick Devers et Gérard Depardieu débarquent et Miu Miu. Et Isabelle Huppert a tout un monologue où elle dit « Venez me chercher, je me fais chier, j'en peux plus, kidnappez-moi, quoi ». Et puis il la traîne, il la dépucelle et puis il la laisse repartir. Mais il y a vraiment, pour moi, Isabelle Huppert dans Les Valseuses, c'est vraiment une vraie jeune fille, quoi. C'est vraiment l'ennui métaphysique, l'ennui des jeunes filles qui vraiment transparaissent. J'imagine ce que c'est une jeune fille en grande vacances avec ses parents dans ces années-là. Donc, en plus, Une vraie jeune fille se passe en, je pense, 68, c'est 10 ans. Alors, apparemment début des années 60, Voilà. 62-63. C'est ça, mais ça pourrait être aussi les années 70, c'est une reconstitution quand même très, très légère. Et le film vraiment nous transmet son désarroi, son angoisse de manière vraiment très très pointue. Et donc il y a cette parade d'hommes, donc avec le père incestueux, dégueulasse, qui touche sa fille. Qui la tripote, quoi. Ouais. Oui, voilà, qui dit je sais plus quoi. C'est ma femme et ma fille, je peux oui, c'est ça. Je peux les ploter tant que je veux. Ouais. Quoi. C'est parce que voilà. Voilà, puis il y a les ouvriers, la série du père, et puis il y a ce belâtre joué par Hiram Keller, qui est. C'est aussi Hiram Keller qui a fait des films chez Fellini. Et ça, c'est quelque chose, c'est une époque du cinéma où vraiment on peut faire comme ça des sortes de greffes d'acteurs. Donc il y a aussi Shirley Stoller, qui est une actrice anglaise qui a joué dans Les Tueurs de la Lune de Miel. On a un truc un peu bizarre d'acteurs italiens, d'acteurs anglais. C'est très... Et la comédienne principale jouait dans Les Contes d'Immoreau de Borowczak, apparemment. Elle oui, c'est ça, elle voilà. l'avait vu dans... C'est très bizarre. Il y a des gens qui acceptent un projet aussi clandestin, bizarre que ce film-là, et ça, Briand parlait beaucoup du fait qu'aujourd'hui ce serait plus possible. Surtout, ce ne serait plus possible d'accepter comme ça, de se dénuder et d'écarter les jambes sans avoir l'impression d'y laisser sa carrière et voilà, et quelque part son âme. Alors que là, tout le monde a voulu vraiment s'est jeté dans le projet sans réfléchir. Et donc, ce belâtre qui est une sorte d'être, de figure comme ça, pasolinienne, il est bronzé, il est beau, c'est le fantasme absolu d'une jeune fille. Il y a un côté un peu androgyne, je sais pas, mais c'est une masculinité pasolinien, quoi, complètement. Ouais. C'est ça, ouais. Ça c'est, elle le dit, Bréa, je vais la citer, elle a dit moi j'aime les PD, j'ai des goûts de PD, j'aime les PD. Et ça elle le dit tout le temps, j'ai des goûts de PD, et ça c'est vraiment quelque chose. Elle aime les hommes imberbes, donc elle les rase s'il le faut, vraiment une sorte de beauté comme ça, pasolinienne, un peu efféminée. En même temps, elle va faire tourner 2 fois Rocco Siffredi. Voilà, elle est un peu. Elle a ses contradictions, mais en même temps, elle va un peu le torturer en lui faisant débuter le film dans une boîte gay, quoi, en lui disant. Oui, c'est ça, voilà. Toi, voilà. Tu as passé. Voilà. Oui, en même temps, la boîte gay dans le film, comme elle dit, c'est. Pour elle, oui, déjà c'est une. Voilà. On va en parler. Anatomie de l'enfer. Donc commence dans une boîte gay, et bon, déjà c'est vraiment. Faut se dire quand même, moi j'imagine comme une cinéaste femme, quand même un peu marginalisée, qui décide vraiment de prendre la pornstar, parce que. C'est comme ça que Rocco Siffredi s'appelle. Il dit « Je ne suis pas un acteur porno parce qu'en fait, je ne simule pas. Je suis une porn star. » Et elle le fait tourner dans un cinéma d'auteur. Donc il faut imaginer le rapport de force qui... Voilà, c'est un peu pour moi de la tauromachie, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de imposer comme ça ses lois, son désir, sa mise en scène à vraiment un mec qui en a vu d'autres, qui est juste une star, quoi. Et surtout dire, le film va commencer, tu vas être dans une boîte gay, et ce qu'elle dit de la boîte gay, c'est, en fait, c'est une métaphore du... En fait, ils ne sont pas homosexuels, c'est des hommes qui n'aiment pas les femmes. Et donc, à ce titre, en fait, c'est tous les hommes. C'est la misogynie. Oui. Et en fait, elle dit, elle le définit toujours négativement, elle dit, c'est un homme qui n'aime pas les femmes. Et à partir de là, c'est vraiment c'est la dimension métaphorique du film où cet homme en fait représente la misogynie. C'est un peu le premier des hommes, défini par Cazard comme la première des femmes. Elle est avant
elle est aux origines, quoi. Oui, c'est vraiment Adam et Ève Ouais. qui règlent un peu leur compte. Et puis c'est surtout l'idée que lui va regarder Amira Khazar d'un regard clinique, en tout cas, qui va être dépourvu de désir, puisqu'il n'aime pas les femmes. Et donc il va la regarder voilà, crue, à nu, et qu'il n'y aura pas la question du désir qui va s'immiscer. Oui. Et donc le film a quelque chose de chirurgical, d'un peu gynécologique, dans son appréhension du corps des femmes. Et je pense que c'est très important pour Bria, c'est qu'est-ce qui se passe quand vraiment on retire un à un, une à une, toutes les couches d'imaginaire qui se sont superposées sur le corps des femmes, c'est-à-dire la publicité, le porno, le regard des hommes, voilà tout. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui apparaît, et d'essayer de soulever et de voir les choses pour la première fois. Après, ce qui reste quand même dans Anatomie d'enfer, ce qui est très présent, c'est quand même la peinture, quoi. On enlève des couches, mais on sent bien que toutes les références, on pense au Caravage, on pense à toute la peinture classique, et puis les comédiens et la comédienne qu'elle choisit, comme Amira Khazar, qui a un corps qui est sublime, qui a une carnation comme ça. On sent qu'il y a cette recherche-là. Ouais, c'est la peinture, c'est très très important. Moi, je l'ai vu parce que donc moi j'ai interviewé Catherine pendant qu'elle était en train de monter l'été dernier, et je l'ai vu vraiment trouver des solutions de montage en regardant des peintures, et vraiment sur Google Images, elle a eu, et même sur ce qu'elle me racontait aussi, c'est sur le tournage, vraiment de passer des nuits à réfléchir, elle ne trouvait pas de solution. C'est vraiment quelqu'un qui cherche sur le tournage. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, c'est absurde à dire, mais c'est pas quelqu'un qui filme son scénario, c'est quelqu'un qui essaye, vraiment qui se jette dans un tournage comme dans une sorte de danger, comme ça, d'aventure. Et elle ne sait pas ce qu'elle va filmer, elle ne sait pas si elle va réussir à faire son film. Et donc au scénario, elle s'écrit des choses qu'elle dit infilmables, c'est-à-dire voilà, filmer en temps Pax avec du sang, filmer Rocco Siffredi voilà, pendant 1h40, en train de coucher avec Amira Khazar et tout ça. Elle se filme des choses, mais la petite fille en elle, c'est comme ça qu'elle le raconte, c'est que c'est interdit en fait de filmer ça, que c'est des choses qui sont beaucoup trop audacieuses, beaucoup trop risquées, beaucoup trop sexuelles, mais elle se les écrit, et beaucoup trop pornographiques aussi, on va dire. Et elle se les écrit, elle se dit bon, je me débrouillerai au tournage pour les faire. Et ce passage de je m'écris des choses impossibles au tournage où elle angoisse énormément, pour moi c'est là où c'est l'endroit de sa mise en scène. C'est-à-dire ce moment où l'infilmable est filmé, mais c'est quelqu'un d'extrêmement angoissé sur le tournage parce qu'elle ne sait pas si elle va réussir à filmer ce qu'elle s'est écrit. Donc il y a un peu deux Bria, il y a la Bria qui s'écrit des trucs et l'autre qui est terrorisée sur un tournage, qui doit déjà faire les images qui sont écrites et en plus réussir ses scènes. Et ça, mais vraiment, c'est un moment de gouffre absolu pour elle. Et pourquoi je dis voilà. Et la peinture, du coup, aide beaucoup parce que parfois, elle cherche comme ça des problèmes, vraiment, elle cherche une image et parfois la solution peut venir d'un Caravage, mais vraiment de petits détails dans un Caravage, d'une peinture, d'une exposition. Je me souviens qu'elle me parle, je sais plus c'est pour quel film, c'était pour Romance, où elle va voir la rétrospective de la Croix au Grand Palais, et ça lui donne tout de suite le ton pour Romance. Donc ouais, c'est vraiment un puissant fond de solution pour elle, mais il faudrait quand même nuancer sur le fait que c'est pas de la... Moi, ce que j'aime pas du tout, le côté... il y a beaucoup de cinéastes qui essayent de faire un peu... d'être influencés par la peinture. Et du coup, parfois, ça peut donner un peu du cinéma voilà, pictural, mais du coup figé et un peu mort. Et elle, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que elle est pas dans la retranscription bête et méchante de quelque chose qu'elle aurait vu ailleurs. Ça doit être comme innervé par un mouvement qui est celui de la mise en scène. Donc c'est pas... Moi, j'aime pas trop l'idée d'aller chercher, voilà, de recopier des tableaux juste pour montrer qu'on a vu des tableaux et que finalement le cinéma voilà, s'adosserait à la peinture et ne serait noble que parce que voilà, il se référerait à la peinture. Et c'est pas ça, c'est vraiment, je pense, trouver des solutions, mais ensuite revenir sur le terrain de sa mise en scène à elle.
j'ai préparé un extrait donc, de l'Anatomie de l'enfer. Peut-être une dernière question. Alors, c'est la troisième nuit, je crois. Voilà, j'ai fait ma sélection. Oui, très bien. Non, mais il y a une chose qui m'a titillé dans l'Anatomie de l'enfer, c'est ce premier panneau avant le film qui précise, alors je ne sais pas quel est l'intitulé exact, mais que la comédienne, Amira Kazar, a été doublée. Ouais. Et, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, cet insert-là me pose question à moi, spectateur, qui rentre dans un film de fiction, je sais que c'est un film de fiction, et question qui n'avait pas été levée pour Romance, parce que, et qui avait été problématique pour Caroline Dusset, qui jouait le rôle principal, et qui, quelque part, ne s'en est jamais remise, je ne sais pas, mais n'a pas pu enchaîner avec d'autres films elle a été un peu cataloguée. Et là, je sais pas quoi penser de ce panneau-là. Moi, ça m'aide pas à rentrer dans le film. Et parce que j'interroge et je regarde, en plus, ça me permet de regarder ces scènes-là, les scènes les scènes d'amour, les scènes sexuelles, et j'y repère des coutures, des changements de plan. Je me mets à avoir ce regard-là. Et ça m'embête. Bien sûr. Voilà. Alors, pour préciser, de toute façon, le film ouvre pas un espace de fiction très stable. Enfin, c'est plutôt dans une sorte d'essai cinématographique. Alors après, moi, ce que je sais, si je me trompe pas, et ça me paraît assez logique, c'est que c'est une demande d'Amira Kazar, qui voulait vraiment, donc qui a été doublée donc, par, il me semble, une actrice porno, et qui voulait vraiment que les gens ne se disent pas c'est moi qui ai fait ces scènes-là. Il n'y a pas ce doute-là. Voilà, vraiment que le doute soit levé. Alors du coup, il y a tout un cheminement sur le fait... Bon, Romance, c'est très très compliqué. Moi, j'ai vraiment pas... J'ai interviewé, je pense, 10 heures Bréa sur le sujet, sur est-ce que les scènes sont simulées, pas simulées, enfin, franchement, j'ai abandonné, je ne sais pas, je pense pas. Enfin, je pense qu'elles sont simulées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pénétration. Et par ailleurs, très vite, je me suis désintéressée de la question, parce que c'est pas une question qui m'intéresse, mais qui pouvait m'intéresser sur la question, à un moment, du traitement qu'a subi Caroline Dusset. Surtout, pour la petite anecdote, c'est que moi, j'étais en train de faire mon livre à un moment où la rumeur se répandait que Caroline Dusset préparait un livre pour parler de Bréa et tout ça. Oui. Donc il fallait être extrêmement irréprochable sur la question de Romance, parce qu'il y avait quelque chose qui nous pendait au nez, enfin qui pendait au nez de Bréa. Et donc c'était une catastrophe entre... Ouais, c'était... En gros, pour moi, c'est un peu de fabulatrice. Du coup, c'était très compliqué de débarquer avec une loupe et dire... De vérité, quoi. Oui, voilà. De vécu, voilà. Ouais, enfin, en fait, il y a un moment, un tournage, c'est un trou noir. Et en fait, on voit ça, et de plus en plus au cinéma, c'est que c'est très compliqué parfois il y a un trou noir qui se passe, qui est l'endroit du geste artistique. Et entre ce qu'a vécu telle personne et ce qu'a vécu l'autre, c'est très compliqué. Qu'est-ce que l'actrice met derrière le mot simulé? Qu'est-ce que la réalisatrice met derrière le mot simulé? En tout cas, sur Anatomie de l'enfer, il me semble que... Donc elle était partie sur le principe... Elle avait déjà recruté une première actrice qui ensuite s'était dit, bon, ça va finir chez le psy, tout ça, si je fais les scènes non simulées, et qui s'était finalement désistée. En tout cas, voilà, c'est ça. Je retrouve les trucs. C'est qu'en fait, donc, sa première actrice voulait simuler les scènes ou avoir une doublure. Et Bréa a dit tant qu'à faire, puisque Amira Kazar, qui aussi prétendait au rôle, veut elle aussi simuler et veut elle aussi une doublure, je vais choisir Amira Kazar. Voilà. Bon, après, donc peut-être que si l'autre avait avait accepté d'être filmée de si près, elle l'aurait choisi. Bon, après, c'est vraiment des détails, donc je vais m'arrêter là parce qu'en plus, ça n'est pas très intéressant. Mais en tout cas. La question, elle se pose quand on prend un comédien comme Rocco Siffredi, quand le sujet est quand même. Alors lui, c'est pas, voilà, non, mais voilà, c'est ça. Tu me regardes là où je peux pas me voir. Tout le propos du film est quand même autour de ça. Et c'est pour ça que avoir ce panneau-là en disant aucun animal n'a été blessé en clair au début du film, il y a un côté comme ça, moi, qui m'a un peu... Je me suis dit, non, alors on met la barre là, et puis en fait, on dit non, mais t'inquiète pas. Hein, voilà. La seule chose que j'arrive... Ouais, bien sûr. Non, mais de toute façon, je pense que c'est pas... Moi, j'ai jamais vu de film qui faisait ça, donc clairement, c'est une demande de l'actrice. Le seul moment où moi... toute cette tambouille simulée, pas simulée, tout ça, j'avais beaucoup intéressé, il fallait clarifier. Dans la seule chose,
intéressantes sur le sujet. Déjà, c'est en fait la question de pourquoi d'un seul coup voilà, c'est la question en fait, d'une actrice qui se dénude et de pourquoi elle ne veut pas le faire. Et ça, c'est une grande question qui. Est-ce qu'elle ne veut pas. En fait, elle ne veut pas le faire pour une raison très précise, ou alors elle le regrette après, c'est parce que. Et ça, c'est un sujet très breyatien, c'est qu'après, derrière, il y a. Et ça, les actrices ne se rendent pas forcément compte du fait que, bon, il y a le tournage qui peut très bien se passer, mais en fait, à un moment, le film va être projeté sur des écrans. Et ce moment du regard du public, de la société, des critiques, des interviews, des journalistes complètement cons qui vont insister sur simuler, pas simuler, c'est vous, non. Là, ça a été sachet de thé, quoi. Ouais. Le tampon, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Et ça, c'est ce qu'a vécu Caroline Dusset. Elle disait, tout le monde me posait la question, simuler, pas simuler. Donc en fait, la question pour moi, c'est jamais... bon, il faut protéger, évidemment, les acteurs, les prévenir et tout ça. Mais en fait, ça c'est quelque chose que Ovidie aussi avait dit dans une tribune au moment de, il me semble, la projection de Mektoub 2 de Abdelatif Kechiche. Elle avait dit, le problème c'est en fait les regards. Le moment où ça, les actrices prennent pas forcément conscience que même si le tournage s'est bien passé, à un moment il y a un écran, il y a 2000 personnes dans une salle qui vont voir ce que vous avez livré. Et ça c'est un vertige. Et en fait c'est le regard de la société qu'on n'avait pas anticipé. C'est pas le tournage en lui-même, donc c'est encore la question de la honte en fait. Et donc je pense c'est un sujet. Voilà, c'est ça. On est chez Breuil. Ouais, mais je retourne sur. Voilà, donc c'est. Je pense que c'est ça que Amir Kazar a voulu éviter par ce premier truc un peu maladroit du coup. On y va. N'importe qui aurait pu rentrer. Oui, il y a tout un... moi, ça me frappe à chaque fois de voir comment le film est évidemment écrit, mais aussi au niveau esthétique. Il y a quand même... c'est une cinéaste qui est passée à autre chose aussi formellement dans une vraie jeune fille. Je pense que l'équipe de tournage était beaucoup plus réduite. Quelque chose de beaucoup plus urgent. Il y a une urgence, il y a quelque chose de beaucoup plus brut. Et là, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est d'une précision assez incroyable, quoi, dans les profils, la lumière, avec le chef-op, j'imagine, les différences de carnation, les profils, tout ça, bon, il y a quelque chose qui est quand même... Oui, en plus c'est un film qui est un peu à part, je trouve. Dans ma tête, il a toujours été un peu à part, Anatomie de l'enfer, dans ce côté un peu film-essai. À la base, c'est aussi un texte qui s'appelle Pornocratie. Et j'ai mis du temps moi, à comprendre en fait que vraiment. Un texte d'elle, un de ses livres. C'est ça. Donc à la base, vous l'adaptez La maladie de la mort de Marguerite Duras. Et moi, j'ai pas lu, et c'est en regardant vraiment le synopsis détaillé de La maladie de la mort que je me suis rendu compte en fait qu'elle avait fait le même. Elle avait fait son maladie de la mort. Et qu'il y avait aussi ce côté. Enfin, c'est toute une histoire où elle voulait adapter. La maladie de la mort, mais c'était Yann Andrea, donc qui possédait les droits, avait dit on a déjà José Dayan qui veut faire une adaptation. José Dayan, voilà. Et Bria dit moi passer après José Dayan, jamais. Et elle a raison par ailleurs. Et du coup, elle s'est écrite elle-même son maladie de la mort pour pouvoir l'adapter. Pour montrer son orgueil absolument magnifique, quoi.
Alors moi j'ai appris quelque chose de l'origine grecque de porné. Je savais pas que porné, ça voulait dire, c'était la femme, la courtisane. Oui, donc c'est ça, ouais. C'est pas du tout pornocratie, c'est le pouvoir de la courtisane. Oui, c'est ça, une pornocratie, c'est vraiment l'idée d'une sorte de pouvoir politique ou de régime politique où les courtisanes détiennent le pouvoir. Donc en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit au premier abord et en fait, c'est voilà, beaucoup plus. Voilà, c'est un régime où les femmes ont le pouvoir. Et donc, le film, je me souviens qu'elle a dit à son chef opérateur, Yorgos Arvanitis, je veux que ce soit en noir et blanc. Ce sera un film en noir et blanc, mais il sera en couleur. Ça doit être un film muet, mais il y aura des dialogues. Et en fait, c'est vrai que c'est l'effet que ça fait. Oui. En noir et blanc, même le corps de Anne Alcazar est noir et blanc, enfin, elle est très blanche et elle a comme ça cette chevelure très, très sombre. Il y a une manière, enfin elle a vraiment réussi à ce titre-là à faire un film en noir et blanc avec ça et là du rouge qui apparaît. Et d'ailleurs, dans le genre détail bréatien, parce que j'ai parlé du soutien-gorge très serré, mais il y a aussi le vernis écaillé. Elle tenait beaucoup à ce que le vernis d'Amir Alcazar soit écaillé, parce qu'elle dit, son grand truc, elle dit, c'est la beauté fracassée, c'est c'est la beauté abîmée, et de fait, c'est très beau dans le film. S'il y a des questions pour ceux qui ont vu ou pas? Une question. Alors, j'ai vu aucun des deux films. Je pensais d'ailleurs Une vraie jeune fille, je confondais avec un autre de ses films, un de ses premiers aussi, où c'est une jeune fille en vacances avec ses parents, avec son frère, je sais plus comment ça s'appelle, mais... C'est 36 fillettes. Ouais, ok. Bon, là, j'ai confondu, mais non... Toujours la même histoire. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Non, tout à l'heure, vous évoquiez la période de tournage, qui est pour elle, manifestement, en tout cas, peut-être pas tous les tournages, mais une période d'angoisse, voilà, la peur de ne pas trouver le film, de ne pas fabriquer ce qu'elle avait écrit, de ne pas traduire en images. Et justement, je me pose la question, est-ce que pour vous, quand vous faites un livre, quand vous vous intéressez à une cinéaste comme Breya, est-ce que, et jusqu'à quel point vous vous intéressez à cette période-là particulièrement, qui est vraiment une période de travail collectif, de collaboration? Est-ce que vous vous intéressez aux collaborateurs, ceux qui travaillent autour? Comment le travail se fait? Comment les échanges? Ça c'est assez... Est-ce que je m'intéresse au tournage? Ouais, est-ce que vous y allez? Est-ce que vous savez... Là, du fait, elle était en montage, donc je pouvais pas... C'était déjà passé? Voilà, mais en fait là j'ai pour ambition d'aller sur le tournage du prochain et de faire un documentaire. Elle en fait un autre? Ouais, elle en fait un autre. Génial. Elle a déjà son casting. Moi j'ai lu le scénario, bon ça va être une manière. Et l'idée c'est d'aller filmer, de faire un making of. Après c'est compliqué parce que après je vais beaucoup poser des questions sur sa manière de tourner, mais vraiment des détails. Qu'est-ce que c'est pour elle, à quel moment elle estime avoir eu son image. On a parlé aussi beaucoup de son choix très 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 minutieux des costumes, et vraiment elle a des obsessions sur des talons des années 50, des tissus, donc tout ça, l'idée vraiment du livre, c'était vraiment que toutes les étapes y figurent. Donc parfois je me disais, alors on a pas assez parlé du montage, donc je faisais toute une session d'entretien sur le montage. Mais c'est vrai qu'il y avait cette idée que le tournage est chez elle un trou noir et qu'il fallait que vraiment j'en ramène un maximum d'informations sur les acteurs, sur comment ça s'est passé avec certaines actrices, sur qu'est-ce que c'est pour elle la direction d'acteur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le livre sur ça. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est toujours, c'est peut-être l'objet, mais c'est toujours de son point de vue essentiellement. C'est-à-dire que le dernier film, moi j'ai rencontré des gens qui ont travaillé avec elle, et moi j'ai adoré son film, et quand ça m'est arrivé de discuter avec des gens, et j'ai l'impression que ça a été difficile, et que des fois c'est même, alors je pense pas que ça soit un cas isolé, mais parfois difficile après pour eux d'apprécier l'œuvre une fois que tu as... Ah oui, c'est ça. Il y a des choses comme ça qui sont assez déroutantes. Ouais. La difficulté, Bray a dit, ils sont mieux payés que nous, c'est heureusement que c'est difficile. Et je pense que... Moi, c'est pour ça que je me méfie un peu de comment va faire le making-of, c'est-à-dire que je pense qu'elle se transforme sur un tournage, donc j'ai peur que
amitié va se terminer très vite, je pense. Quel est l'enjeu de Making-of? Vous vouliez faire un Making-of, quel est l'objectif de ce film-là? De faire un film sur ce trou noir en fait. Parce que moi je suspecte que vraiment elle se transforme en quelque chose quoi, sur les tournages, quelque chose que je n'ai pas vu. Et pour moi c'est un peu la dernière étape, c'est du coup aller voir. Par exemple elle me dit, tout le monde me dit elle crie sur les acteurs. Et quand je lui demande elle dit ah bah non je m'en souviens pas. Enfin, et bon je sais qu'elle, c'est très bizarre. Soit elle est dans une sorte de transe, soit elle ment, mais je pense qu'elle est dans un état second et c'est filmé ça en fait. Ce qu'elle a elle-même filmé dans un film qui s'appelle Sexist Comedy, qui est vraiment sur le tournage non pas de 36 filles, de À ma sœur. Elle a fait un film sur comment elle a tourné À ma sœur avec Anne Barriot, donc c'est une fiction, Anne Barriot qui joue Bréa. Et là, on a déjà beaucoup d'éléments sur qu'est-ce que c'est un tournage chez Bréa, son obsession. Le film tourne presque sur 2 scènes à tourner et quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe autour de ces scènes, qu'est-ce que c'est que des acteurs qui se désirent, en même temps l'acteur masculin désire aussi la réalisatrice. Le film est vraiment magnifique. Et donc moi je vais aller voir, quitte à déjà à déranger son tournage et puis à me friter avec elle quoi. Et elle a accepté alors que c'est potentiellement une période justement de difficulté pour elle, d'angoisse, et qu'elle a accepté la deuxième caméra. Pour l'instant je suis dans une bonne vague avec elle, voilà, j'en profite jusqu'au dernier moment. Tant que j'ai le film, moi je veux bien me disputer avec elle en fait, c'est ça le truc. Mais j'ai moi aussi plein de gens, de collaborateurs qui sont fâchés avec elle, d'autres pas du tout. Donc je sais qu'il se passe quelque chose, mais du coup ça m'intéresse. Le trou noir, je trouve que c'est une très très belle expression. Non mais vraiment, le tournage comme un trou noir, c'est vachement beau. Merci. Une question? Alors c'est une question un peu gossip, mais en même temps qui a à voir, je pense, avec son rapport à ses collaborateurs et peut-être avec son cinéma en général. Je suis retombé récemment, je suis sur le livre de Yann Dedé d'il y a quelques années, je sais plus le nom. Le spectateur zéro. Spectateur zéro. Où il a des mots très durs sur Bréa, mais vraiment, pas seulement sur elle en tant que personne, mais vraiment sur son cinéma. Et je crois, je sais pas si vous vous souvenez, mais il dit déjà qu'il y a un côté outrancier, trop, tout est souligné, tout est jeté à la place des spectateurs. Et il lit ça au niveau plus du montage à une sorte d'idée, une sorte de dictature du temps réel. C'est-à-dire qu'elle voulait jamais couper, qu'elle voulait tout laisser comme ça dans la durée, etc. Alors je me demandais déjà si vous saviez peut-être, si vous en parlez, et s'il y a aussi... oui, je lui ai parlé. Elle ne cette savait pas, mais du coup, je lui ai dit, vous savez, il y a Dedé ce qu'il a dit sur vous. Et donc il y a la réponse dans le livre, parce que je voulais faire une réponse. Parce qu'il dit oui, télévisuel, il en parle hyper méchamment, et du coup, moi, je voulais vraiment qu'il y ait un moment... et elle dit, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit c'est bizarre parce que c'est bien passé avec lui. Non mais puis Yann Dedé, si ce n'est que Yann Dedé, il monte, il fait pas des films. Donc... et du coup c'est dans le livre et je voulais que ça y figure parce que c'est très intéressant le livre de Yann Dedé, mais il est assez odieux avec plein de gens et surtout avec elle. Et je trouve qu'elle a, je trouvais sa réponse vraiment parfaite quoi. Et puis il y avait vraiment je crois qu'elle en parle en fait du fait que finalement il réécrit un peu l'histoire, il fait comme s'il avait réalisé des films, comme si finalement il avait apporté à Bréa des éléments déterminants parce qu'il veut s'approprier le travail du film alors qu'il n'est que le monteur. Et du coup voilà, vacherie pour vacherie, en tout cas il y en a une dans le livre, il y en a plusieurs dans mon livre, et je voulais vraiment qu'elle réponde à ce passage que j'avais pas du tout aimé dans le livre de Yann Dedé quoi. L'opposé de Piala, Yann, c'est la famille Piala. Oui, c'est ça. Pardon ? Il venait de monter Police, je crois. Oui, il y a toute une histoire avec Police. Il l'oppose vraiment à Piala en disant c'est l'anti-Piala parce que. Ouais, je sais plus trop ce qu'il dit, mais. C'était mesquin, quoi. Donc, je me suis permise de faire en sorte que la réponse soit un peu drôle, mais aussi un peu mesquine, mais bon. Voilà pour mon gossip. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Comment vous, est-ce que vous situez le cinéma de Catherine Breillat par rapport à celui de gens comme Claire Denis d'un côté
et plus récemment à des gens comme Julia Ducournau ou Coralie Farja, qui a fait The Farja, Substance. Ouais. Et Farjo, je sais pas. Farja. Parce que j'ai pas encore vu ces films. Alors, Claire Denis, je saurais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu cette dimension déjà qu'elles ont toutes traversé du body horror. C'est compliqué. Je pense que, par exemple, c'est plus facile pour moi de répondre sur Julia Ducournau et Coralie Farja. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc de body horror, mais qui serait arrivé à un stade un peu marketing pour moi, un peu publicitaire et qui n'est pas sous-tendu par. Surtout le féminisme de Bréa n'est pas du tout. Est quelque chose de très très situé, qui n'appartient qu'à elle et qui en passe par des zones de contradiction, de noirceur, de choses aussi qu'on a pu lui reprocher sur, disons, le masochisme des femmes, le fait que les femmes préféreront toujours, comme elle dit, Jacques Léventreur, enfin voilà, se jettent dans les bras de Jacques Léventreur. Dans ce genre d'idées comme ça qui sont très provocatrices chez elle, que finalement les femmes, voilà, le fantasme du viol, vraiment ce qui m'intéresse, c'est ces endroits de très grande contradiction entre je suis féministe et en même temps dans ma vie amoureuse je vais vers qui me fait du mal. Ce qu'elle a traversé elle aussi. Voilà, c'est ça. Et vraiment, son histoire avec Rocancourt, ce n'est que ça. Excusez-moi, j'ai oublié, du coup, ça me fait penser à Virginie Despentes. Du coup, elle est plus proche d'une Virginie Despentes. Je pense qu'elles ont été proches à un moment et que maintenant. Enfin, au niveau artistique, je parle après personnellement, je sais pas. Mais... ouais, je pense que. En fait, Virginie Despentes avait fait un documentaire qui s'appelait Mutant sur le féminisme pro-sexe, je crois, et Bréa était dedans. Je pense que c'était un moment, c'était il y a plus de 10-15 ans, où elles étaient encore proches. Intellectuellement, mais par exemple Bréa est très anti-MeToo et je pense que Coralie Farja et Julia Ducournau sont plutôt dans une veine très, enfin c'est une sorte de féminisme très qui n'est pas pour moi travaillé par beaucoup de contradictions. Enfin, il n'y a pas la question de la contradiction dans leur cinéma. Enfin, j'avais vu juste le Revenge, le premier film de Coralie Farja, qui était vraiment pour moi c'était un peu du Luc Besson version femme quoi. Et c'est positif alors. Et enfin voilà, pour moi c'est un féministe très clair dans ses intentions, qui délivre un message très simple et qui m'intéresse beaucoup moins que Bréa, qui en passe par des zones vraiment où personne ne va, sur qu'est-ce que c'est que ce masochisme, pourquoi on préfère le loup-garou à l'agneau, ce genre de questions-là. Qui convoque un peu l'inconscient aussi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Aussi... Je pense qu'on pourrait vraiment résumer ça à chez Bréa, pour moi il y a un inconscient, alors que je trouve qu'il n'y en a pas pour l'instant chez Coralie Farja et Julia Ducournau. Claire Denis, franchement, j'ai jamais été très très fan. Ah ouais, mais Claire Denis, je pense qu'elle est ailleurs, c'est pas les mêmes territoires. Quand elle parle de ça, elle en parle avec un scénario de Angot, donc c'est pas en fait, pour moi, c'est pas du tout le même chaque film va creuser un genre différent. Je parlais plus de la Claire Denis de Les Salauds et de Trouble Everyday, plutôt que des Trouble Everyday, c'était plus un truc sur le genre. Sur le genre, que une. J'ai jamais identifié Claire Denis comme. Elle apprend pas. Quand elle prend Béatrice, c'est pas quelque part pour. C'est un féminin, mais qui est animal, sublimé, je sais pas, on est ailleurs, je trouve. Je l'ai jamais identifié comme cinéaste féministe, par exemple, non, voilà. Ou travailler par ces questions-là, donc pour moi, oui, c'est un truc un peu... Il n'y a pas de comparaison, quoi, selon vous, c'est deux galaxies différentes. Ouais. Oui, mais qui sont... Mais voilà, après... Non, alors, si on peut être méchant, la façon dont Claire Denis, le regard que Claire Denis a sur les hommes, est très différent de celui de Bréa. Voilà. Si on peut le prendre par ce biais-là. Quand on regarde Beau Travail, quelque part, et, je sais pas, Rocco, on va dire que c'est des masculinités, mais qui sont pas du tout traitées de la même façon. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi je le prendrais plus de ce que... On parlait... Elles sont amies, je crois, mais elle m'avait parlé, à un moment, elle était allée voir le dernier film de Claire Denis. Non, mais c'était plus qu'amies, elles étaient voisines, elles habitent... Oui, voilà, c'est ça. En face, rue Bichat. Et je sais plus ce qu'elle m'avait dit sur Juliette Binoche. C'est une vacherie, mais j'ai oublié. C'est en off. Non, mais par contre, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à MeToo et comment
je reviens encore une fois à une jeune fille, mais comment ce film-là nous parle toujours et dans une sorte de voilà, féminisme contradictoire, féminisme, je sais pas, mais façon de voir le féminin qui est très contradictoire, très ambivalent, mais en même temps qui est puissant et nourrissant, je trouve, je sais pas. Et je trouve qu'elle est toujours à cette place. Alors que ce film, il a un demi-siècle. Et il a une force incroyable, je trouve toujours. Et donc, Breya et MeToo, quoi. Breya et notre époque. Et on parle pas des coordinateurs d'intimité. Voilà. En plus, c'est terrible parce qu'il y a eu un documentaire là, récemment sur les coordinateurs d'intimité qui s'appelle Sex is Comedy, donc titre d'un film de Breya. Et donc un jour elle m'a appelé, elle dit je fais une tribune. Elle voulait elle trouvait ça odieux parce qu'elle est évidemment en fait elle considère que c'est des gens juste qui s'inventent des compétences et un boulot qu'ils n'ont pas et enfin des compétences qu'ils n'ont pas et elle déteste ça et puis voilà elle estime qu'un tournage ça se fait entre gens adultes consentants qui peuvent qu'en fait le travail du coordinateur d'intimité précisément ça doit être le travail du metteur en scène et évidemment en fait sur MeToo je pense que en fait c'est toujours la même question, c'est celle de la conscience, c'est-à-dire on n'a pas il y a une sorte d'arbitrage comme ça qui je pense dans sa tête qui se fait entre hommes, femmes et puis au milieu il y aurait une sorte de justice qui viendrait arbitrer, de judiciarisation comme ça, des rapports qui en fait c'est trop simple et en fait c'est une aberration pour elle. C'est une aberration et surtout en fait c'est-à-dire que si on replace à l'intérieur l'inconscient tout de suite tout est complexifié, c'est-à-dire que pourquoi les femmes vont vers elle me dit j'ai toujours eu des fantasmes de Jack l'Éventreur et tout ça et ça l'intéresse beaucoup plus que la question de voilà, la culpabilité d'un homme ou que de... En fait, la question d'une femme est soumise, une femme est victime d'un homme, c'est une question de cinéma qui m'intéresse pas du tout. Et ça produit... Et moi, je le vois au cinéma aujourd'hui, dans les films post-MeToo, ça ne produit rien en termes de cinéma. Là, j'ai vu le film sur Maria Schneider, actrice du Dernier Tango à Paris. Quand on filme une femme... Et en plus, ça produit l'inverse, c'est-à-dire que ça produit des films où la trajectoire d'une femme est écrasée sous le poids d'une problématique qui la dépasse et qui est en plus anachronique dans le cas de Maria Schneider, parce que c'est un tournage qui date d'il y a 50 ans, celui du Dernier Tango à Paris, et on va demander à Maria Schneider une sorte de vérité sur MeToo, sur les tournages, des questions d'aujourd'hui qu'on pose sur elle. En fait, elle a été écrasée une première fois par Bertolucci, elle est écrasée une deuxième fois par MeToo, quoi. Et donc, je pense que Breya, tout son art consiste à recomplexifier déjà la question et à recomplexifier le féminin. Moi, le féminin, voilà, qui serait comme ça, sans ambiguïté, ne m'intéresse pas beaucoup. Elle, l'idée, c'est là où je trouve que son cinéma est grand, c'est que souvent les hommes dans ses films sont réduits à une dimension très animale, c'est un peu des brutes épaisses, quoi. Donc c'est eux qui sont bestiales. C'est ça, c'est eux qui sont simplifiés et c'est les femmes qui sont complexifiées. Donc elle inverse complètement le rapport. Oui, mais elle peut dire dans Anatomie d'enfer qu'elle est dans le regard de Rocco en même temps. Oui, elle dit Rocco c'est moi. Rocco c'est moi, quoi, quelque part. Oui, ça c'est... Il y a des renversements comme ça que je trouve très, je sais pas s'ils sont honnêtes ou malhonnêtes, mais intéressants. Ça peut être très dynamique, quoi. Elle est jamais, je pense qu'elle a l'obsession de jamais, déjà d'être très étonnante, toujours dans ses... Il y a vraiment cet orgueil de ne jamais être là où on l'attend. Et moi, c'est-à-dire que même au bout de 20 heures d'entretien, j'en ai fait un peu plus de 30. J'étais vraiment fatiguée au bout d'un moment, puis je pense que quand on s'entretient avec quelqu'un, il y a un moment on ne le supporte plus, quoi. Et elle arrivait encore à m'étonner, c'est-à-dire que vraiment j'étais là, bon, j'ai fini le livre, mais je vais quand même y retourner. Et hop, il y avait une nouvelle idée qui apparaissait, c'était tout le temps, hop, il y a vraiment une sorte d'étonnement comme ça, d'extrême intelligence, et en fait... qui incite, c'est ce que je dis un peu dans l'introduction de mon livre, c'est on n'a pas forcément envie de penser quand même si moi je suis vraiment d'accord sur énormément de choses, et je pense quand même beaucoup de choses, mais en fait l'exigence qu'elle impose, c'est plutôt de penser par soi-même et de provoquer des pensées qui étonnent, et pour moi il y a de la pensée que quand on est étonné comme ça. D'un seul coup on s'endort et puis hop, elle sort quelque chose qui est génial, ou une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, mais une des idées les plus géniales qui m'est sortie, c'est
sur le fait que on a tendance à dire que quand on filme des acteurs qui doivent jouer une scène de sexe, il faut vider le tournage pour qu'ils aient un peu d'intimité, pour qu'ils pour qu'il n'y ait pas de voyeurisme, pour qu'ils soient protégés. Et elle a dit que c'est vraiment une saloperie de faire ça parce que vider le tournage, c'est finalement leur faire croire que derrière il n'y aura pas un public et une projection, ce que je disais tout à l'heure. Et qu'en fait il faut que toute l'équipe soit là et qu'ils comprennent qu'on est sur un film et qu'ils comprennent que en fait il y a un public dehors qui les attend au tournant. Et on peut ne pas être d'accord. Mais... et ça, elle m'a sorti et je me dis ok, ouais. elle est toujours à des endroits, il n'y a rien qu'elle n'a pas pensé par elle-même. Et moi c'est vrai que parfois je m'arrête sur des... Je pensais comme tout le monde, voilà. J'avais pas elle remet au travail quelque chose. C'est ça, tout le temps. Il n'y a pas d'impensé en fait. Mais c'est assez drôle parce que la semaine dernière on faisait venir Stéphane Dumenido, on parlait de l'Empire des Sens. Et on parlait justement de scènes d'amour entre les deux comédiens où Oshima faisait tout régler, les images et tout ça, faisait vider le plateau, mettait la scène dans l'obscurité afin que les comédiens commencent à faire l'amour, et lui était seul présent, et quand les comédiens lui disaient ok, il rallumait les lumières et il faisait tourner la caméra. Ce qui est quand même hallucinant, et ce qui a donné aussi les scènes magnifiques qu'il y a dans ce film-là. Mais c'est assez drôle. C'est un film qu'elle adore. Mais oui, en plus c'est un film qui est important pour elle. Elle en a parlé sur. Ouais, mais d'ailleurs dans Anatomie, la séquence de fellation et tout ça, je pense que c'est un hommage indirect. La première fellation de Amir Kazar, la seule d'ailleurs, c'est un hommage indirect, je pense, à l'Empire des Sens. Ouais, clairement. Elle est très orgueilleuse, donc elle cite très peu de cinéastes qu'elle aime. Mais il y a comme ça 2-3 films et l'Empire des Sens revient tout le temps. Mais oui. Le roman, c'est très sous influence de l'Empire des Sens. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce truc de tout le temps. Et du coup, je pense que pour elle, disons que MeToo, même si c'est très réducteur de juste dire MeToo, c'est pas étonnant en fait pour elle. Pour son cerveau, c'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas étonnant? C'est que, la pensée, disons, le féminisme MeToo. Oui. C'est quelque chose qui pour elle, je trouve, j'ai l'impression, ne produit pas, n'est pas fertile comme sa pensée. Je pense que c'est ça et que pour elle, ce qui l'intéresse, c'est que ce soit. Ça la met en marche et je pense que c'est ça elle est très énervée contre le mouvement et tout ça parce que je pense que ça produit pas grand chose pour son cerveau quoi. Alors juste la question, mais qu'est-ce que le mouvement MeToo pense de Breya? Parce qu'elle pourrait se réapproprier. Parce que non, mais c'est un cinéma qui est d'une radicalité folle. Ouais. Et on pourrait en faire une sorte de référence de Bible. Mais j'ai pas l'impression. Après, il faudrait voir qui est la représentante. Mais moi, ce qui m'a frappé, moi, et que beaucoup de femmes ont dit suite à la projection de l'été dernier, c'est qu'elles y allaient souvent avec beaucoup de méfiance, en mode c'est Breya, elle fait son film anti-MeToo, voilà, on l'attend en tournant, on sait ce que ça va être, et tout le monde a été très très étonné par le film, et subjugué par la complexité de ce qu'elle montrait dans le film. Et même moi, quand j'ai vu le film, j'avais lu le scénario, elle m'en parlait beaucoup, j'avais très très peur d'un film bêtement anti-MeToo. Vraiment d'un film de vieux une Breya qui serait presque devenue un peu à côté de la plaque sur ces sujets-là. Et ce qui m'a sidéré, en fait, c'est l'intelligence, cette manière tout le temps de recomplexifier, c'est-à-dire que le film nous laisse sans réponse. Et en fait, c'est là que je suis sortie, je me disais, elle est vraiment trop trop forte, quoi. C'est-à-dire qu'elle a vraiment désarmé tout le monde. À la fois les anti-MeToo, le film n'est pas anti-MeToo, les MeToo, enfin c'était... elle est par-delà, quoi, bien et mal, quoi. Elle le fait pas contre, en plus. Ouais. Ça aurait été complètement débile. Ça aurait été complètement débile. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'elle c'était vraiment une cinéaste géniale. C'est que si c'était juste la réaction comme ça, un truc réactionnaire, ça serait pas passé. Et moi, j'aurais été extrêmement déçue. Et en fait, elle est vraiment par-delà bien et mal. Pour elle, le cinéma, c'est un endroit qui est par-delà bien et mal. Mais elle en parle aussi, et c'est pour ça, mais de la sexualité aussi comme un endroit, et ben c'est là où je la trouve très politique, mais au-delà d'un endroit d'élévation, quoi. Et c'est assez beau ce qu'elle dit, et c'est assez, ça me questionne profondément, mais après, c'est la sexualité comme une sorte de projet, quoi, d'émancipation humaine, quoi. C'est vraiment très très bon. Donc, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. On va s'arrêter là. Donc là, on a je ne crois qu'en moi, on a sur la table. Tu
pourra les dédicacer s'il y a des... voilà. Et puis les 2 Blu-ray, Anatomie de l'enfer et Une vraie jeune fille, qui sortent de Chat qui fume, voilà, pareil, qui sont en vente. Donc, un grand merci. Bah, merci beaucoup, merci de m'inviter. Merci d'être venu.